plus à l'épreuve dans quelques années. Cela, vous le savez bien sûr, en attendant peut-être une autre relecture ou en attendant tout ce qu'il faut y apporter pour son amélioration. C'est l'heure, Christelle, c'est à vous. Et le temps pour nous d'aller prendre juste un café. À tout de suite. Il est 7 heures, l'heure du bulletin d'information, une présentation de Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Christelle. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Les jeunes de la commune de Ouessé sont satisfaits de la mise en place du bloc républicain. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration lue par le porte-parole. Nous, population de la commune de Ouessé, considérant que depuis la conférence des forces vives de la nation, notre constitution a consacré le multipartisme intégral, considérant qu'après plusieurs décennies de pratiques démocratiques, l'animation de la vie politique dans notre pays est sujette à certaines interrogations du fait de certaines pratiques des partis politiques qui révèlent être plutôt des clubs électoraux ou familiaux incapables d'apporter à notre pays des propositions concrètes de développement, considérant que la réforme du système partisan a fait l'objet de préoccupations majeures du président Patrice Talon, considérant que l'amélioration des conditions de vie de notre population est une question cruciale, considérant les conclusions et recommandations issues du congrès constitutif du parti Bloc républicain tenu à Parakou le 8 décembre 2018, au vu de tout ce qui précède et après avoir longuement analysé la situation, décidons solennellement ce jour, dimanche 9 décembre 2018, de remercier Son Excellence le Président Patrice Talon pour avoir choisi 2 fils de la commune de Ouessé dans le bureau politique national, à savoir l'honorable Benoît Degla et le directeur général du Fonds des arts et de la culture, M. Deou Malek Gilbert. Réaffirmons notre soutien ferme et indéfectible dans la réalisation du programme d'action du gouvernement du président Talon. Promettons une victoire écrasante du Parti républicain à l'issue des élections prochaines pour le président Talon. Vive la population de Ouessé, vive le Parti Bloc républicain, vive les réformes du président Patrice Talon. Je vous remercie. Un nouveau parti dans l'arène politique béninoise, la DUD de Valentin Aditi Houdé est porté sur les fonds baptismaux à Abomey-Calavi. C'était en présence d'une foule de congressistes et militants venus de l'ensemble du territoire national. Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, c'est le nom de ce nouveau parti politique. Il a pour emblème 12 étoiles dorées formées en cercle représentant les 12 départements du pays avec une paire de lunettes en son sein pour explorer les opportunités dont il regorge. Le tout sur un fond violet pour exprimer la douceur et le rêve. Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement revendique pour idéologie la social-démocratie. Aussitôt née, aussitôt prête pour le combat politique, DUD n'entend pas perdre du temps. Les différentes commissions que nous avons mises en place ont travaillé sans désemparer pour produire les différents documents fondamentaux de notre organisation politique, son projet de société et cette stratégie d'occupation de terrain. Voilà l'ambition de cette nouvelle formation politique qui se réclame de la majorité présidentielle, comme le revendique son président.
Notre bloc se veut un creuset de critiques pratiques et de suggestions concrètes et surtout objectives dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous accompagnons le chef de l'État parce qu'il a de l'ambition pour ce pays et qu'il a la clé de l'exécution des différents projets de développement. C'est la contribution sincère de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement au succès des profondes réformes qu'il a engagées. Et nous invitons nos concitoyennes et nos concitoyens à y adhérer massivement. Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement est dirigée par un bureau de 39 membres avec à sa tête Valentin Aditi Houdé. Politique toujours, le parti Gouverner Autrement a tenu ce week-end son congrès extraordinaire, occasion pour les membres du dit parti de valider le choix de se conformer à la réforme du système partisan. Blaise Atampo. Gouverner autrement, devant militants et sympathisants, le bureau exécutif du parti Gouverner Autrement annonce son choix de se conformer à la réforme du système partisan. La plus haute instance décisionnelle vient de mandater le bureau exécutif national à se conformer dans le délai requis aux exigences de la nouvelle loi. Venez vous joindre à nous dans cette marche exaltante vers notre Messie. Ce Messie, il est avec nous. Ce choix est audacieux et se justifie pour plusieurs raisons. Il me plaît de rappeler ici que Gouverner Autrement n'est pas un parti politique de l'opposition. Nous sommes une force de proposition, un bloc décomplexé de la jeunesse. Ainsi, nous comptons incarner l'interface entre le peuple et les gouvernants, et pour cela, nous allons mener avec le gouvernement des échanges constructifs avec l'esprit de dialogue et d'écoute qui nous est essentiel. Le président Patrice Talon nous trouvera toujours à ses côtés chaque fois qu'il prend des mesures fortes entrant dans le cadre de la consolidation de la paix sociale, la réconciliation nationale et du développement économique. À ce congrès, un message est adressé à la jeunesse béninoise. La jeunesse, c'est l'espoir. L'espoir, c'est maintenant. Alors maintenant, je vous lance un appel pressant et fraternel à toute la jeunesse béninoise et aux femmes à se joindre à cette noble aventure pour bâtir le Bénin en grand. D'autres mouvements politiques présents saluent le choix du parti Gouverner Autrement. Ils feront le combat politique dans un même bloc. Le Conseil national des charges du Bénin ouvre ses portes au public jusqu'au 15 décembre prochain. C'est un événement qui vise à informer les Béninois sur les missions assignées à cet organe. Patrick Ayadji, Yves Agodopessi. La semaine du Conseil national des chargeurs du Bénin, un véritable tremplin pour les acteurs de la chaîne des transports. 35 ans après la naissance du CNCB, l'organisation de ces journées portes ouvertes paraissait opportune. J'ai découvert une structure aux missions très alléchantes, mais non connue du grand public. Plusieurs de nos compatriotes savent peu de cette structure qui, du reste, est un maillon très important de la chaîne des transports. En décidant donc d'organiser la semaine du CNCB, j'entends offrir une occasion d'interaction avec le public, d'information et d'échange sur ce que fait le CNCB. Il sera organisé des conférences débats animées par des cadres avisés du CNCB. Les différentes thématiques qui seront développées permettront aux participants non seulement de mieux découvrir le rôle du CNCB, mais aussi de s'informer sur les réformes en cours. C'est l'âge de la maturité. C'est aussi l'âge des défis dont les missions assignées au CNCB sont exaltantes. Le déplacement en grand nombre du public témoigne de l'intérêt qu'il porte à votre structure. J'espère que les différents échanges avec les usagers du CNCB permettront à l'Office de prendre un nouveau départ pour assurer au mieux la mission qui lui est assignée. Une visite de stand au profit des chargeurs
transporteurs, conciliateurs et transitaires, a mis un terme à cette cérémonie de lancement de la semaine du CNCB. Parlons à présent de ce sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, SIDAFRICA, qui vient de connaître son épilogue à Cotonou. Les acteurs du domaine de l'énergie ont réfléchi sur les grands défis énergétiques qui s'imposent à l'Afrique. SIDAFRICA, le rendez-vous énergétique de Cotonou, a été l'occasion de révéler aux différents acteurs les innovations technologiques, sources de partenariats et d'opportunités pour l'avenir. Les solutions de micro-guides que vous avez évoquées, les plateformes de stockage, les solutions alternatives ou coûteux déploiement des réseaux nationaux dans nos zones rurales, un atout donc pour l'accès universel. Les questions de développement des compétences, revenus et sur lesquelles je tiens particulièrement parce que c'est l'axe majeur de la réussite de nos actions, mais également de la pérennisation de ces actions-là pour porter loin et grand les impacts attendus. Et pour y arriver, un accent particulier sera mis sur le partenariat public-privé. Nous comptons sur le secteur privé pour jouer un rôle moteur dans le développement attendu de ce secteur, puisque nous savons tous que c'est un secteur capitalistique. Alors le Bénin, comme beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, a une problématique importante qui est de développer l'électrification. Et pour cela, il doit mettre en place des collaborations avec le secteur privé. Je crois que j'ai bien compris les propos du ministre qui a expliqué qu'un plan avait été établi sous l'égide de M. Talon pour permettre justement au secteur privé de travailler avec l'État pour développer justement des projets rapidement et concrets. Pour les prochaines éditions de ce sommet énergétique, certains aspects sont à prendre en compte. Le premier, c'est celui de ses capacités humaines, du capital humain. Il faut qu'on puisse mesurer, n'est-ce pas, le programme capital humain. Il y a des façons de le faire, notre programme a des indicateurs. Premier test. Deuxième test, celui des investissements. Comme vous le savez, il n'y a encore pas beaucoup d'investissements privés dans le secteur en ce moment. Avec, sous la direction du ministre et du président, il y a ce programme, donc le PAG, donc 4 sous-programmes, si vous voulez, actions du PAG, qui sont là pour développer le secteur et renforcer la confiance des investisseurs, donc privés, pour rentrer en partenariat dans le secteur ici au Bénin. À l'occasion du sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, des participants ont été récompensés. Au nombre de ceux-ci, on peut citer les partenaires techniques et financiers du secteur de l'énergie au Bénin. Fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi.
Merci d'être ensemble avec nous depuis 6 heures du mat. Nous sommes bien sûr le mardi 11 décembre 2018. Si vous nous rejoignez à l'instant même, vous êtes les bienvenus sur 5 sur 7 matin. C'est la matinale de l'ORTB, la première chaîne de service public du Bénin. C'est la deuxième heure que nous entamons depuis 7 heures avec le bulletin d'information bien servi d'ailleurs par Christelle Tongolo. À présent, on enchaîne rapidement avec la revue des titres à la une des quotidiens, les quelques-uns qui sont parus pour le compte de ce mardi. On démarre par le quotidien de service public. La Nation, qu'est-ce que La Nation nous offre à lire aujourd'hui? Allons-y voir. La Nation qui parle aujourd'hui de la protection et de la viabilisation des côtes balnéaires et annonce que c'est en tout 78 milliards de francs CFA mobilisés pour sécuriser et valoriser WIDA. Le journal revient aussi sur le projet Talents africains à l'international et nous informe que le Bénin va servir de pays pilote. Dans le cadre de la formation des directions de l'informatique et du pré-archivage, les cadres de l'administration sont outillés sur Office 365. Accord triennal avec le Bénin, le FMI approuve un décaissement de 22 millions de dollars US. Et puis vous allez retrouver dans ce numéro de La Nation une interview de Mesme Valère Aïmonché que l'État réorganise le secteur, dit-il, dans le secteur de la ferraille et assimilé. Voilà, c'est bien ça. Le journal Le Matinal, réforme du système partisan, Patrice Talon va plus loin. Écrit le journal, aménagement des berges de l'océan Atlantique, la rénovation d'Avlekété se précise, fait constater le journal. Et puis, à Parakou, bitumage donc des routes dans la cité des Koborou, le journal Le Matinal estime que Charles Toko s'investit dans les routes. Le nouvel observateur lutte contre les faux médicaments dans la commune de Dangbo. Un commissaire de police kidnappé et bastonné, informe le nouvel observateur. Et pour le développement harmonieux de l'Afrique, le président Nicéphore Dieudonné Soglo est un point focal incontournable selon le journal. Un bloc est né, c'est bien sûr la DUD, le parti de Valentin Aditi Houdé, qui a dribblé la mouvance et l'opposition, constate le nouvel observateur. Le journal qui revient également sur le renchérissement des coûts des communications électroniques au Bénin. Quand l'ARCEP remue profondément le couteau dans la plaie, le journal y voit d'ailleurs un nouveau bras de fer en perspective entre les consommateurs et l'ARCEP. Un autre journal, Les 4 vérités, 11 décembre 1990, 11 décembre 2018, la Constitution du Bénin a 28 ans. Et puis, Les 4 vérités qui revient également sur cette actualité, prétendu soutien des imams de Porto Novo au président du PRD, le démenti formel des imams Djamiou de l'Ouémé, lire dans les colonnes du journal le communiqué signé par les imams de la mosquée centrale de Diaguidi et de la mosquée centrale de Porto Novo. Et puis supposé ralliement du maire de Ouessé au bloc progressiste, eh bien c'est de l'intox, une manœuvre qui fait flop, nous apprend le journal Les 4 vérités. L'économiste pour finir, agriculture en Afrique de l'Ouest, le Bénin, classé 4e producteur de karité. Adoption du pacte de Marrakech sur la migration, on va vers l'intégration économique des migrants selon l'économiste. L'économiste qui revient sur la numérisation de la finance et nous apprend que Zoumarou est désormais dans une équipe spéciale de l'ONU. À propos des mangroves au Bénin, il y a nécessité de protéger l'écosystème selon l'économiste. Et voilà, ça va être tout pour la revue des titres à la une des quotidiens parus ce mardi 11 décembre 2018. Tout à l'heure, dans la 3e heure, la revue complète de la presse béninoise avec Bill Aguiar. Pour l'instant, on va marquer une courte pause, le temps d'installer le forum de discussion. Nous allons parler des accidents de la route. Quels sont les premiers secours qu'il faut apporter lorsque l'on est témoin direct? Et vous le savez, vous également, vous pouvez participer au débat.
Vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route. Quels sont selon vous les comportements à adopter? Laissez-nous vos messages, vos commentaires, ils nous intéressent. Partagez vos expériences avec nous. C'est bien sûr sur Facebook, c'est sur Twitter ou si vous préférez WhatsApp, utilisez le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. On marque la pause, on se retrouve dans une poignée de secondes. Pour protéger ma santé, j'adopte des comportements responsables. Je m'abstiens ou je sors couvert. N'oublie pas de te faire dépister, c'est gratuit et confidentiel. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les anciens sont tous des patriotes. De jour comme de nuit, ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancardiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Nous sommes mardi 11 décembre et vous le savez, tous les mardis par ici, nous parlons essentiellement santé et environnement. Aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur la santé avec cette question. Vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route. Dites-nous quel comportement adopter. Oui, vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route. Quels sont les comportements que vous adoptez? Répondez à cette question via nos divers canaux de communication. C'est notre compte Twitter, c'est notre page Facebook et puis c'est le numéro WhatsApp également, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Imaginez donc que vous êtes témoin d'un accident. Autour de la victime, un monde impressionnant. Même personne, justement, n'approche la victime pour lui administrer les premiers soins. Vous qui êtes un témoin direct de cet accident, que feriez-vous? Quelle serait votre première réaction? Allez-vous faire comme les autres? Regardez simplement, peut-être faire des photos, envoyer sur WhatsApp? Ou allez-vous vous rapprocher réellement de cette personne et lui administrer les premiers soins? C'est la question aujourd'hui au centre donc de notre forum de discussion donc auquel participe Alain Tosuno. Bonjour Alain. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Angela Pedia. Bonjour mon cher Ricardo. Bonjour. Serge. Bonjour. Un sourire. Bien sûr, il est là. Bon, écoutez, bref. Monsieur Godefroy de Souza, bonjour. Bonjour. Vous êtes instructeur à la Croix-Rouge et vous êtes également enseignant. Oui. Merci d'accepter notre invitation.
Bon, je voulais taquiner un peu Serge et Angela, mais bon, Alain m'a dit de me taire. Il faut rappeler que nous attendons également le coordonnateur de l'ONG Ali Nayon, que vous connaissez très bien d'ailleurs, bien investi dans la sensibilisation contre tout ce qui se fait de mal dans la circulation et surtout pour la sécurité routière. On espère bien qu'il va pouvoir nous rejoindre. Et puis, vous le disiez si bien, Ricardo, une faute d'inattention, un coup de fatigue, un problème mécanique, et voilà, l'accident, il est là. Mais lorsque vous êtes témoin direct d'un accident comme celui-là, que faire face à cet accident? Quel comportement adopter et surtout, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser? C'est justement autour de cela que nous sommes réunis aujourd'hui. La première question, bien sûr, elle va à l'instructeur que nous avons sur le plateau, formateur des formateurs. La question, elle est basique. Que faire en cas d'accident de la route avec un blessé? Merci. Je vous remercie d'avoir invité la Croix-Rouge. Pour en parler, nous sommes d'utilité publique, nous sommes à côté des autorités pour combler les vides. En cas d'accident, que ce soit un accident de circulation ou un accident domestique, la chose est toute simple. Il faut appliquer le pas. C'est-à-dire protéger, alerter et secourir. Le cas qui nous concerne, un accident de circulation, c'est beaucoup plus facile. Quand vous avez tout oublié, je donne la règle générale pour celui qui n'est même pas secouriste. D'abord, le non-assistance à personne en danger, nous savons ce que c'est. Maintenant, quand vous devez faire face à la victime, il y a 6 points essentiels qu'il ne faut pas oublier. Le dégager, si vous ne pouvez pas le dégager, laissez-le sur la voie. Et baliser, de protéger pour éviter le suraccident. La deuxième chose, la victime, coucher la victime sur le dos. Tout au moins, ne pas lui enlever le casque. Quand vous ne savez pas le faire, ce n'est pas la peine d'essayer. Ne pas lui donner à boire, même si la victime demande à boire. Ne jamais lui donner à boire. Ne pas déshabiller la victime. Ne pas lui donner de l'air. Ne pas déchausser la victime. C'est très important. Et appeler les secours. Ça, c'est en règle générale. Ne pas déshabiller la personne, ne pas lui donner à boire. Les organes de notre corps travaillent à une température de 35 degrés. Ne pas déshabiller la personne. Ne pas déshabiller. Nous voyons ça tout le temps pendant les accidents. En fait, il essaie de dire ça en rapport à ce qu'on venait de dire. Ouais. En fait, il ne faut pas déshabiller, mais vous pouvez desserrer lorsque la personne, la ceinture, lorsque la personne est... Pour faciliter la respiration. Voilà, c'est pas pour enlever totalement. Tout à l'heure, on avait reçu le professeur Zoumenou Eugène qui disait juste, voilà, c'est pour ça que quand vous avez dit de ne pas déshabiller, il a cru que... Tout à l'heure, on parlait de déshabiller. Pour le massage cardiaque, il faut dénuder la poitrine. C'est 2 différences. Pour le massage cardiaque, si la personne est en arrêt cardiaque, il faut dénuder. Quand vous avez, dans la trousse même du défibrillateur, il y a des ciseaux, il y a des lames pour couper et mettre la poitrine à nu, le sternum du moins à nu, pour pouvoir faire le massage cardiaque. Je suis expert en massage cardiaque externe. À la Croix Béninoise également, j'ai apprécié. Il faut superposer les centres de gravité. Donc installer la victime sur un plan dur. Il faut... Michael Jackson, les gens disent beaucoup de choses. Son médecin lui a fait le massage cardiaque dans un lit. Ce n'est pas normal. Et Papa Wemba, il est d'un certain âge, il était à un concours. Son cœur a lâché. C'est également un arrêt cardiaque. Tout ce que les gens racontent, moi, ma spécialité, c'est un massage cardiaque qu'il lui fallait. Et il fallait également un défibrillateur avant que les secours spécialisés ne viennent. D'accord.
D'accord. Une chose est certaine, Angela, on l'a appris dans la première heure, c'est que les premiers gestes peuvent sauver en attendant tout le reste. Oui, comme M. de Souza le disait tout à l'heure, l'expert de la Croix-Rouge le disait tout à l'heure, il faut appliquer le pas, donc protéger, alerter et secourir. Donc, et c'est très très important, surtout lorsque la personne est inconsciente. Et tout à l'heure, je vais revenir un peu sur le geste qu'il ne faut pas faire par rapport à l'habit, ne pas déshabiller la personne. C'est très important parce que quand vous voulez déshabiller la personne, vous allez commencer à manipuler cette personne. Et on vous disait tout à l'heure avec le professeur que une personne inconsciente, il faut considérer que il y a certainement un problème sur la colonne vertébrale et donc pour ne pas entraîner une certaine tétraplégie plus tard, donc que la personne ne puisse plus bouger ses membres inférieurs et supérieurs, il ne faut absolument pas manipuler cette personne-là. Donc pour pouvoir faire le massage cardiaque, il va falloir utiliser une paire de ciseaux ou une lame. À défaut, vous déchirez et puis vous appliquez le massage cardiaque. Et c'est très très important lorsque vous êtes devant un accident, on l'a dit tout à l'heure, quand vous ne pouvez rien faire, il faut passer. Pas d'attroupement parce que la personne pourrait manquer d'oxygène. Et lorsque il y a un attroupement autour de la personne, vous empêchez la personne de bien respirer, il n'y a pas d'aération. Donc c'est de passer, en tout cas si c'est sur la voie publique, il faut appeler les secours, les sapeurs-pompiers donc, ou le SAMU. Et s'il y a des personnes là qui peuvent commencer à lui dégager les voies aériennes, on a dit de mettre la personne sur le dos, et de mettre son cou en extension, faire le massage cardiaque comme on vous l'a dit. Mais tout ça là, c'est en attendant que le secours là, parce que la première des choses, c'est d'appeler les personnes compétentes pour déplacer la personne, parce que le déplacement, ça c'est très important. Tout va se jouer à ce niveau-là. Si vous déplacez mal la personne, c'est que vous... Voilà. Alors, on annonce que, entre-temps, Casimir Migan de l'ONG Alinayon nous a rejoint. Bonjour, Casimir. D'accord. Avant de revenir à vous, je voudrais bien qu'on reprenne un peu. Vous avez parlé du pas, protéger, alerter et secourir. Qu'est-ce qu'on comprend par les trois? Protéger d'abord, alerter ensuite et secourir. Le P. Oui. Le P, c'est protéger. Ça veut dire quoi? Je vais protéger moi-même d'abord en cas d'accident. Puisque je vais au secours de quelqu'un qui est allongé. Je dois m'assurer qu'il n'y aura pas un suraccident, qu'un autre automobiliste ne viendra pas m'écraser pendant que je porte secours. Je dois protéger mes biens. Supposez un instant, je suis à moto, c'est mon beau-père qui est allongé devant l'église Bon Pasteur après un accident. Je ne confie pas ma moto, je vais porter secours. Je reviens, je ne retrouve pas ma moto. Est-ce que là, j'ai porté secours? Donc, protéger les biens de la victime. Les biens de la victime, j'ai des soucis. La victime a un gros sac, j'ouvre, je vois qu'il y a beaucoup de billets. Dedans, je ne dois pas garder ça. Je dois déposer ça acquis de droit contre une décharge. Je vais faire tout ça avant d'aller vers la victime. Simultanément, tout se passe. Et le secouriste, c'est celui qui sait donner des instructions. Vous nous aidez à faire ci. Vous nous aidez à appeler les sapeurs-pompiers. Sans pour autant connaître les personnes qui sont autour. S'ils sont déjà autour. Vous leur confiez un sac d'argent. Non, vous ne leur confiez pas. Je dis acquis de droit. C'est à l'autorité. Vous gardez le sac jusqu'à l'arrivée peut-être des sapeurs-pompiers ou de la police. Vous ne gardez ça pas, vous ne gardez pas cela chez vous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous devez confier ça ou aux parents directs, mais l'idéal c'est de confier à la police. Contre une décharge. Il se pourrait, je ne doute pas, il se pourrait que quelqu'un dise nous n'avons pas reçu un truc du genre. Mais je doute que notre police soit comme ça. Je travaille beaucoup avec eux. Toujours le P, c'est de baliser. Mettre des triangles réflectorisants de part et d'autre ou mettre des témoins pour dire aux véhicules qui doivent, puisqu'il ne faut pas déplacer anarchiquement la victime. Il faut maintenir la victime. Quand vous ne savez pas déplacer, laissez la victime sur place. Le A, c'est d'alerter. Alerter,
Quand c'est en ville. Je suppose le P, on a fini de protéger, de sécuriser la zone de l'accident. À sécuriser, moi je peux travailler en tant que secouriste sans problème. D'accord. Le A, c'est d'alerter. Les premiers à qui on pense, c'est les sapeurs-pompiers. Le 118, ils vous reçoivent très bien et ils vous posent beaucoup de questions. La première chose qu'il faut faire quand vous appelez le 118, quand ils vous répondent, c'est de donner votre numéro de contact. Un premier numéro, un deuxième numéro. Parce qu'ils auront besoin de vous poser des questions. Pour des civilités, vous pouvez vous présenter, donner votre nom. Ils vous posent des questions. Quel est l'état des lieux, l'accident, la situation géographique, le nombre de blessés, pour qu'eux, en venant, ils puissent prendre des dispositions. Ça, c'est le A. Le A également, on peut appeler le CQ, le chef quartier, le chef village, où on peut prendre le portable de la victime et s'il y a une possibilité de contacter les 5 premiers numéros, on le fait. Mais dans les zones anglophones, il y a un système qu'on appelle Emergency Call. Le Emergency Call, dans votre portable, vous avez 5, on peut mettre Emergency Call on, 2, 3, jusqu'à 20 personnes. En cas d'accident, qui on peut appeler? C'est ces noms-là. C'est quand vous mettez mon médecin dans votre portable, mon mari, mon épouse, mes parents. Donc, Emergency Call, c'est appel d'urgence en cas de crise, en cas de situation. Il est bon que chacun mette ça dans son portable. Parce que quand on arrive à déverrouiller le portable, on va sur le E systématiquement. Et on tape le E, on voit la ligne de Emergency Call. C'est très bien que chacun ait ses contacts dans son portable. D'accord. Donc c'est important, ça c'est du bon à savoir ce matin, hein, Emergency Call. Et puis c'est bon d'avoir mon épouse, mon enfant, face aux dépenses. Au lieu de mettre mon loulou, etc. Je suis désolé. Ça c'est le A. Le A en campagne. On peut faire appel au chef village. On peut faire appel au centre de santé le plus proche. Puisque les sapeurs-pompiers, pour l'instant, chez nous, ne sont pas partout. Ils s'efforcent pour que ça se passe. On peut appeler même la Croix-Rouge si on a son contact. Puis la Croix-Rouge se trouve dans les 77 communes du Bénin. D'accord. Donc si vous connaissez le contact proche de là où vous êtes, vous appelez. Ça, c'est l'alerte. D'accord. L'alerte vous protège. Je suis en situation difficile. L'alerte permet aux secours spécialisés de venir prendre la relève pour que la personne puisse vivre. Donc si vous n'alertez pas, ce n'est pas bien. Vous devez alerter. Ça vous protège de tout soupçon. Ça vous protège, ça permet pour que la chaîne continue. C'est des maillons. Vous êtes premier sur les lieux. Vous portez secours pour le premier maillon. La chaîne doit continuer jusqu'à l'hôpital. Quand la chaîne continue à la morgue, ça veut dire que vous n'avez pas bien joué votre rôle ou le cas dépasse l'entendement. Maintenant, le P. Le S, c'est le secourrier. Vous faites le bilan. Tout se passe simultanément. Moi, si je suis sur un lieu d'accident, en 3 minutes, moi, j'ai fini. Parce que le secouriste, c'est celui qui sait donner des ordres. Je te vois souvent sur le plateau avec tes invités. Tu sais arrêter quand les gens veulent déborder. Et tu sais leur dire de parler. C'est comme ça se passe. Donc vous suivez tout ça aussi? Tous les jours, je suis ton émission. Ce soit dit en passant. Il y a quand même... Par ici, Également. Le S, c'est le secouriste. Ça se présente en 2 points. L'examen, le bilan de l'accidenté. L'examen de l'accidenté et les soins. L'examen, la première chose qu'il faut voir dans l'examen, déjà tu as fait, avant d'appeler les sapeurs-pompiers, tu as passé un regard sommaire pour voir les difficultés de chacun. Le S, l'examen, c'est le bilan de santé. La première chose qu'on prend en compte, c'est les éléments vitaux. Le cerveau, on appelle ça triangle de vie. La conscience, c'est le cerveau, le numéro 1. C'est ça qui explique le port du casque. L'unité centrale, le système nerveux constitue l'unité centrale du corps, comme l'unité centrale de l'ordinateur. Quand l'unité centrale est HS, tout est HS. C'est le cerveau, c'est le système nerveux qui dirige la respiration. C'est le système nerveux qui donne des ordres au cœur. Le battement de cœur que nous avons, c'est le système nerveux qui dit qu'il doit s'arrêter. Quand le système nerveux est HS, ça veut dire que le cœur peut s'arrêter, doit même s'arrêter. Le premier élément, c'est la conscience. Est-ce qu'il est conscient? On serre sa main, on lui pose des questions. Si vous m'entendez, serrez ma main. Si vous m'entendez, clignotez les yeux ou ouvrez les yeux. Ou alors on peut lui pincer, vous m'excusez, on peut lui pincer les muscles trapèzes.
On peut taper de part et d'autre des deux oreilles. C'est juste pour voir si la personne réagit. Si vous êtes dans un bureau, vous prenez un stylo, vous l'appuyez sur le pouce, sur l'ongle du pouce. La personne réagit. Vous lui posez des questions. Comment on vous appelle? Il dit par exemple, ma femme est belle. Celui-là, est-ce qu'il est conscient? Systématiquement, on peut conclure qu'il est inconscient, mais son état n'est pas aussi profond. Quand vous constatez que la victime est inconsciente et elle respire, ça veut dire que cette victime est vraiment inconsciente. Vous mettez cette victime en position latérale de sécurité pour ceux qui savent le faire. Si vous ne savez pas le faire, c'est de coucher la victime sur le dos. Vous continuez l'examen. Si la victime est inconsciente et ne respire pas, ça implique systématiquement que le cœur s'est arrêté. Parce que l'inconscience, le système nerveux, c'est ça qui dirige tout. Le cœur, c'est comme des tambours. Le premier tambour, quand vous faites, quand le type, ça bat une première fois, ça fait rentrer le sang au niveau des oreilles. Quand vous tapez une deuxième fois, ça fait rentrer le sang au niveau des ventricules. Tapez une autre fois, ça fait sortir le sang rouge vif qui doit aller oxygéner les organes, tels que le système nerveux, surtout le système nerveux. C'est pour ça, en cas de massage cardiaque, quand j'ai suivi Angela tout à l'heure qui disait le bouche à bouche, comment ça se passe, il y a des fanules, il y a des appareils, il y a des trucs fabriqués qu'on peut mettre dans la bouche. Mais quand vous faites le massage cardiaque sans la VA, c'est l'air ventilation artificielle. D'accord, d'accord. L'air que vous envoyez à la victime, c'est ça qui constitue l'oxygène et rend le sang rouge vif qui va oxygéner le système nerveux. Vous verrez vous-même, à partir de 13h, 14h, vous êtes apparemment fatigué. Il est très important, c'est comme une maison étage, R+3, pour que l'eau aille au troisième étage ou au premier, il faut un suppresseur d'eau. Quand votre suppresseur dans votre corps ne marche plus très bien, il faut s'allonger tel qu'on demande aux enfants. Sieste obligatoire après le déjeuner. Quand vous vous allongez, le sang est réparti dans votre corps et ce sang rouge vif apporte de l'oxygène pour la vie des organes de notre corps, surtout le système nerveux. Quand le système est atteint, je prends l'exemple de certaines personnes, je ne vais pas les citer, ils sont toujours assis. Bon, pour s'amuser un peu, quand vous voulez faire signer un document par votre DG, ne lui apportez pas le document à 15h. À 15h, le système nerveux travaille au ralenti. Il est très nerveux pour rien. C'est vrai. D'accord. Il faut passer très tôt le matin. Maintenant, quand vous avez fini, quand vous constatez que la victime ne respire pas, est inconsciente, quand vous vérifiez le pouls carotidien, c'est pour voir s'il y a une circulation sanguine. Le pouls de la carotide, on ne prend pas le pouls ici. On ne trouve même pas facilement le pouls. Les spécialistes peuvent le faire, mais pour le commun des mortels secouristes comme moi, je prends le pouls de la carotide. Il y a un ici, il y a un autre là, pour voir le battement du cœur, la pulsation. Si le cœur bat plus vite, ça veut dire que le cœur, quand le battement est filant, ça veut dire que la personne est en état de choc. Il y a une défaillance circulatoire au niveau du système nerveux. Il faut coucher la personne sur le dos, relever les membres inférieurs dans un angle de 30 degrés. Ça permet au sang se trouvant aux membres inférieurs d'affluer et d'oxygéner le système nerveux. Ça, c'est déjà le spécialiste qui est en train de parler et qui... et tout le monde peut faire ça. Sinon, il y a beaucoup de décès de façon... Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Il y a des signes. Le type est agité. Il délire. Il peut dire c'est toi qui a causé son accident. Il délire, il demande à boire. Ne jamais lui donner à boire. Quand vous continuez l'examen et que c'est le triangle de vie totalement qui est atteint, c'est-à-dire le cerveau, la respiration, 2, et le cœur en 3, dans les 9 minutes qui suivent, si vous ne commencez pas le massage cardiaque externe et appelez les secours, la 10e minute, la personne mourra. Et le cas des entreprises, je voudrais demander, il est très important d'avoir le défibrillateur. On va revenir à tout ça tout à l'heure. Vous avez une question pour... oui, mais Alain, beaucoup de choses que nous ne savons forcément pas faire en réalité. Et qu'on devrait savoir. Je voudrais insister sur le P du pas. On dit protéger.
Parce que lorsque l'on observe, on se rend bien compte que chaque fois qu'il y a un accident, vous avez un attroupement infernal. Et alors qu'on dit, si par exemple vous traversez un lieu d'accident et vous vous rendez compte qu'il y a déjà les secours, il faut partir pour ne pas créer un autre accident. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on arrive sur un lieu d'accident, il y a vraiment un attroupement et il y a des risques qu'on ait encore d'autres accidents. Et ça, je crois qu'on doit aussi, il y a nos amis émigrants, surtout, qui excellent à prendre des photos, à balancer et autres, pendant que le corps ou l'accidenté, il est là. Et puis bon, peut-être qu'on n'a même pas alerté les secours. Et les premiers soins qu'on doit lui administrer, on ne le fait pas. Et donc, je crois que c'est des choses que tout le monde doit savoir. Quand on parle de premiers soins, c'est des choses que tout le monde doit savoir. C'est pour ça que depuis 2016, je crois qu'en France, lorsque vous allez à l'examen du code de la route, on a intégré tous ces aspects-là pour que l'usager de la route puisse être au parfum, pouvoir administrer ces premiers soins-là. Ailleurs, c'est à l'école déjà, au cours primaire, au cours secondaire, qu'on vous apprend donc ces premiers soins-là pour que vous soyez en mesure, chaque fois que vous êtes face à un accidenté, que vous puissiez véritablement, d'abord, au niveau du P, j'insiste sur sécuriser l'endroit. Parce que parfois, vous arrivez au niveau du lieu d'accident, vous-même vous tombez dedans, parce qu'en temps, on n'a pas pris les dispositions pour mettre le triangle de sécurisation et tout ça, et vous tombez là-dessus et vous pouvez même encore aller créer. Voilà. Donc, je crois que c'est des mesures que l'on doit davantage donc, enseigner à tout usager de la route. On doit s'approprier donc ces bons comportements pour s'assurer qu'effectivement, qu'on ne va pas venir encore amplifier une situation qui est déjà assez grave. Alors, Casimir Miga, pour vous qui êtes dans la sécurité routière, on sait que les Nations Unies ont déclaré 2011-2020 la décennie de la sécurité routière. Pour vous, il ne faut même pas qu'un accident survienne pour qu'on en vienne à parler de sécurité, c'est ça? Oui, exactement. Le sujet est un sujet très important pour nous et d'ailleurs pour le système des Nations Unies. Parce qu'au niveau de la décennie d'action, il y a 5 piliers. Et le 5e pilier, c'est le post-accident. Il y a déjà la prévention, tout ce qu'il faut faire au 4e pilier, agir sur les usagers de la route. Mais le 5e est tellement important qu'il y a 2 ans passés, il y a même une association plan mondial. Les gens ont vu que les actions, ce n'est pas ce qu'il faut. Et il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut intégrer pour que réellement les décideurs puissent prendre cet aspect très au sérieux. C'est justement une question de santé publique aujourd'hui. Exactement. Par rapport aux Nations Unies, c'est très important. Quand on prend les statistiques du VIH-Sida, de la mortalité liés au VIH-Sida, au paludisme, on voit très bien que ceux liés aux accidents viennent en 3e position par rapport à ces 2 autres dans nos pays africains. Et vous imaginez que chaque année, en moyenne, 50 millions de personnes sont traumatisées définitivement. Et ces gens-là, et quand on regarde le nombre que nous faisons dans la population mondiale, et on voit chaque année 50 millions qui se retrouvent dans ce rang, c'est un travail, c'est vraiment très important pour nous. Et ce que l'État paie, dans ce sens, les familles, l'État, la société paie, c'est énorme. Et puis les gens sont évalués tout cela en se disant que ça fait plus de entre 1 à 3% de l'aide au développement, ce que nous recevons. Et l'aide au développement et tout ceci, et pas de l'aide du PIB et ce que nous payons sur le PIB. Et ça dépasse l'aide au développement. Voilà, donc ce que nous payons à ne pas prendre en compte toutes ces données dépasse l'aide que nous recevons pour notre développement. Et vous imaginez, tel que l'a dit mes amis, il faut impérativement que dans les écoles, ça se passe. Nous, systématiquement, partout où nous intervenons, et les cours d'éducation ou ce que nous faisons, nous essayons de donner les notions de premier geste, de secours aux enfants, à tous ceux qui interviennent. Et nous travaillons de concert avec la Croix-Rouge et dans les écoles, partout. Parce que quand
le problème se pose si les gens savaient ce qu'ils devraient faire, ils n'allaient pas rester attroupés là. Des gens allaient agir. Parfois, nous constatons que le temps où le SAMU ou les sapeurs-pompiers n'arrivent sur le terrain, on aurait pu sauver la victime, on aurait pu faire quelque chose. Mais tous ces gens sont autour et ils ne font rien pratiquement. Et c'est parce qu'ils sont ignorants aussi. Ils ne le savent pas. Donc, ça évolue. Les étudiants également, nous le faisons. Toutes les fois que l'occasion se présente à nous et de donner une formation ou faire de la sensibilisation, nous essayons de glisser cet aspect. Parce que lorsque tout le monde comprendrait ce geste de premier secours, nous allons diminuer drastiquement les décès que nous arrivons à obtenir. Et ça, comme l'a dit Angela, les accidents de circulation, on doit prendre ça comme un phénomène très important sur lequel il faut agir. De santé publique. Oui, de santé publique. C'est très important. Quand je veux caricaturer cet aspect, je dis, mais quand nous prenons le Bénin, notre pays, et nous prenons le palais des congrès, qui prend 1200, je dis, chaque année, c'est qu'il faut prendre 1200, les mettre là, et d'un seul coup, agir sur eux et les tuer. Et fait ça 2 fois et demi. C'est ce que le Bénin subit chaque année. En matière d'accidents. En matière de décès même. Même des accidents. C'est-à-dire, avec les statistiques de l'OMS, on est en moyenne 2800 décès chaque année au Bénin ici. Et c'est qui? C'est toujours les Béninois. Et c'est un parent, un honorable, comme on le dit, un ministre, un journaliste et un directeur. C'est tout le monde. Et puis ça, c'est quand ça arrive qu'on dit, mais non, on doit se lever. Un mois après, on baisse les bras. On baisse les bras. C'est si vrai que... Quelque part, Angela, cela ne dépend pas aussi du niveau d'analphabétisme aujourd'hui des populations. C'est vrai que au Bénin, bon, il y a beaucoup d'analphabètes, mais ce sont des gestes qu'on aurait pu, à travers la communication, apprendre. Il y a les images, ce n'est pas forcément la parole, donc c'est des gestes qu'il faut poser. Et puis, au Bénin, nous aimons trop regarder, être peut-être parfois même... On est devenus tous des voyeurs presque. Voilà. Parce qu'on... Avec l'avènement du portable. En fait, c'est l'expérience que j'ai. C'est l'expérience que j'ai. C'est criard, et surtout avec les réseaux sociaux, maintenant, on préfère balancer ça au lieu de secourir la personne. Moi, je pense que ce n'est pas le niveau d'alphabétisme qui explique ça. On aurait dû, parce que c'est un problème de santé publique, apprendre aux gens. La communication, je le dis tout le temps, c'est très, très important. Surtout en matière de changement de comportement et de santé. Les gens doivent avoir l'information. De façon générale, vous savez très bien que quand on a l'information, c'est une bombe. Et donc, en matière de santé, lorsque vous avez l'information, c'est très important. Il disait tout à l'heure que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est un journaliste, c'est un honorable, c'est une question de développement. Et donc, même s'il y a une grande part qui est analphabète dans notre pays, avec des gestes que la Croix-Rouge pourrait apprendre aux gens à la télévision, ou même le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, qui devrait aussi rentrer dans la danse pour qu'à l'école, on puisse apprendre ça aux enfants. On pourrait passer très vite ce cap-là et minimiser les dommages qui pourraient découler de ces accidents. D'accord. Vous avez parlé tantôt de gestes, hein, et il y a, je voudrais qu'on soit un peu plus pratique ce matin. Parmi les gestes et les bons gestes qu'il faut poser aussi, c'est que même lorsque vous avez le SAMU ou les sapeurs-pompiers au téléphone, qu'est-ce qu'on leur dit de façon concrète? Le SAMU, tout le monde ne connaît pas le numéro. Il va falloir... Moi, je connais. C'est combien? Non, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Je ne l'ai pas en tête. Mais les sapeurs-pompiers, tout au moins le 118, ne peut pas être oublié. Tu n'as pas besoin de crédit dans ton portable pour que ça marche. Et celui que tu reçois... Ça aussi, il faut éduquer les gens à voir. Non, les Ébéniamans ont cette habitude, mais pas de façon ordonnée. Parce que quand vous appelez les secours,
Je vous donne un exemple. Le type appelle, il dit, il s'appelle pompier, accident de rue MTN. MTN, c'est où? C'est partout, ou c'est peint en jaune, ou c'est peint en mauve, je ne sais pas. Ça, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas toi qui appelé, qui raccroche avant celui que tu as au bout de l'autre fil. En matière de communication, c'est simple. Tu te présentes, tu donnes ton contact, il te pose des questions. Tu te calmes. En matière d'accident, quand tu paniques, tu crées, tel que Angèle l'a dit, le sur-accident. Tu te calmes, il prend toutes tes questions, et c'est quand il a fini, il te dit c'est bon, c'est lui qui raccroche en premier. Tu ne dois pas raccrocher. Je voulais rebondir sur une situation. Je suis également expert en gestion des crises et catastrophes, et là je parle sous le couvert, sous le contrôle de la protection civile. Les 5 premiers aléas de notre PCN, le plan de contingence national, et donc pratiquement toutes les communes ont déjà leur plan. Les accidents sont dans le panel des 5. Et ça éduque. Je voudrais également dire que le code de la route, la partie secourisme est caduque. On continue de lire dans ce livre, Rousseau, de mettre le garrot quand la personne sait. Le garrot pour le secouriste est supprimé, c'est prohibé, on ne fait plus de garrot. Si vous voulez, je peux vous dire ce qu'il faut faire. Quand vous voyez que la personne saigne, parce qu'il y a 3 sortes d'hémorragie. Hémorragie interne, on en a parlé, c'est ça qui entraîne l'état de choc. Mettre les membres inférieurs dans un angle de 30 degrés, couvrir la personne. Couvrir la personne forcément, maintenir sa température à 37 degrés pour que les organes puissent fonctionner. Deuxième hémorragie, hémorragie externe. L'hémorragie externe, c'est l'écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins, mais à partir d'une plaie. 3 choses à faire. Faire une pression manuelle directe sur la plaie. Trouver un torchon propre ou un linge propre ou mettre des gants ou trouver des sachets actuels, mettre ça directement et presser la partie. En cas, quand ça ne marche pas, laissez le linge faire un bandage compressif ou avec une cravate avec les éléments de bord. Si vous n'avez pas de succès là, placez un coussin hémostatique, continuez le bandage. Quelles sont les recherches? Le sang déjà sorti se coagule. Et relever le membre atteint, évacuer la personne en position anti-choc. Mais qu'est-ce qu'on constate? Même dans le code Rousseau, dans les cours, même ceux qui passent l'examen n'ont pas fait du secourisme. Ils vous répètent ce qui se trouve dans le livre. Et je trouve que ces choses-là, vous devez chercher à améliorer pour que le côté secourisme... Pour passer le permis, on récite, on apprend et puis on va cocher et après on a le permis. Bon, maintenant, c'est qu'il faut des séances de recyclage par la suite. Tu es secouriste confirmé seulement quand tu fais le recyclage. Quand tu l'as fait à 5, quand tu ne l'as plus jamais fait, tu n'es pas secouriste. Le dernier cas d'hémorragie, c'est les hémorragies extériorisées. Sortie du sang par les orifices naturels. Quand le sang sort par le nez, la bouche et les oreilles en même temps, c'est une fracture du crâne. Quand vous ne l'évacuez pas en urgence, cette personne, si vous ne prenez pas des dispositions et que vous n'appelez pas les secours, le reste de la chaîne est coupé. Finalement, Alain, à suivre l'instructeur, c'est qu'il faut en réalité revenir sur les b.a.-ba, mais dans tous les secteurs. Absolument. Oui, absolument. Et je crois que cette question, elle est vraiment négligée. Hein? Elle est vraiment négligée dans nos États africains. Alors que quand on voit un peu les statistiques par rapport aux accidents, on n'a pas souvent. On n'a pas souvent. Or, déjà, publier les statistiques, les avoir des statistiques fiables, c'est la première alerte pour que l'usager, pour que le citoyen puisse vraiment prendre conscience de l'enjeu. Oui, les accidents tuent plus qu'un certain nombre de maladies pour lesquelles il y a un investissement du gouvernement, il y a un investissement et tout ça. Mais on ne se rend pas compte, parce que quand vous voyez dans la journée, vous avez des accidents tous les jours. Donc, je crois que c'est important déjà qu'on amène les autorités, le Centre national de sécurité routière, à rendre, c'est-à-dire de façon régulière, à nous donner les statistiques par rapport aux accidents. Comme ça, le citoyen va prendre conscience. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que les premiers secours, dans certains pays, c'est systématique. Vous ne pouvez pas avoir un enfant qui, jusqu'au secondaire, qui n'a jamais reçu un cours sur les premiers soins. C'est inadmissible. Et les vacances, pendant les vacances, c'est-à-dire les parents doivent encourager leurs enfants à aller suivre un petit stage
à la Croix-Rouge, où il y a un certain nombre d'organisations et qui permettent, mais ça c'est essentiel, parce que ça peut être, vous pouvez être face, on parle d'accident de la route, mais ça peut être un accident domestique à la maison, parce que le parent peut lui-même, le père même peut se retrouver, ou la mère peut se retrouver dans une situation où il a besoin des premiers soins de son enfant. Mais si l'enfant est ignorant et ne connaît pas les premiers gestes, et de plus en plus, vous voyez, les AVC, les crises cardiaques sont devenues le lot quotidien, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a urgence effectivement à ce qu'on puisse faire en sorte que chaque citoyen puisse s'approprier. Mais il y a, comme elle a dit, ce n'est pas parce que la personne ne comprend pas français, elle n'est pas instruite qu'elle ne peut pas s'approprier les bons gestes. On peut utiliser les images. Donc je crois que c'est important, il faut investir donc, nos communes, il faut investir les différentes catégories